du navire mit sa main sur ses bas blancs. Le capitaine du navire mit sa main sur ses bas blancs. Tout beau capitaine, j'aime la belle Marjolaine. Vous n'irez pas plus avant, j'aime la belle en dormant. Vous n'irez pas plus avant, j'aime la belle en dormant. Il faut que les ouvriers aient droit à la même médecine que les riches, c'est tout. Eh ben pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. T'as qu'à demander à la femme de la porte. Vous savez, ceux de la rue dans le couvent, son mari c'était un grand costaud et toujours un mot pour rire. Ah si, je m'en souviens. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben ça l'a pris comme ça un jour, un malheureux castor. Il pouvait plus l'endurer tellement que ça faisait mal. Il se cognait la tête dans le bois du lit. On l'entendait hurler dans tout son lit. Le mal de miséréré qu'ils ont dit. Ça y a rien de faire. Bien sûr, sa femme, la pauvre, elle a appelé le docteur. Il a dit comme ça, attendez, que c'était l'appendicite ou quelque chose comme ça. Et bien, ça lui a fait une belle jambe de le savoir. 15 jours après, il n'y avait plus personne. Son ventre avait gonflé, puis crevé la Bête. Alors, je suis rentrée. Au coup de sonnette, il y a un ouvrier en blouse grise qui est venu me voir, bien poli, bien serviable. Je veux me faire tirer un portrait, je lui dis. Madame a un rendez-vous qui me demande. Monsieur Dubois ne reçoit que sur rendez-vous. Mais c'est pire que la vérité que j'ai la porte. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Tu me vois derrière moi. Je me retourne d'un coup. C'était Monsieur Dubois en personne. En costume de velours noir, avec une cravate toute craquante et une vraie chaîne en or sur le gilet. C'est madame qui veut passer son rendez-vous, qui dit l'employé. Monsieur Dubois, sans rien dire, m'examine des pieds à la tête. J'avais l'impression de passer le conseil de révision et d'être toute nue sous ses yeux. Non. Chantez, moi. J'y pensais pas. Bon, puisque vous insistez, je m'en vais vous en chanter une tout de même. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Me voilà arrivée chez mes patrons, et je peux te dire que j'ai tout de suite vu que c'était pas pour rigoler. Hein. C'est qu'ils m'avaient vu arriver avec mes herbois blanches. Et puis ils avaient vu que, solide comme j'étais, ils pouvaient compter sur moi. Alors, à la fin du compte, il restait plus que le cocher, Étienne, qui était homme à tout faire, et surtout pour la patronne, je crois bien. Fallait que tu sois bête quand même. T'as attendu pour me juger, la mère. Hein. Chaque fois que madame partait faire les magasins avec Étienne, notre placier venait comme ça, faire un tour, pour voir si tout allait bien. C'est qu'il m'avait déjà fait comprendre que je lui plaisais et qu'il aurait des attentions pour moi. Alors, il riait, puis c'est tout. Mais ce jour-là, j'étais occupée à frotter les marches de l'escalier en marbre. Faut que ça brille comme un miroir, qu'elle disait madame. Donc, je m'appellerai pour de bon, quand soudain je me sens saisie par derrière, mon seau dégradé
dégringole les marches, pas le temps de réaliser qui m'arrive, que me v'là, les jupes troussées sous le museau, à quatre pattes sur les marches, la tête dans le noir. Pierre Clébette à la main. Celle des curés. Quand il est venu vivre avec nous, mon grand-père était encore un bel homme, avec un corps bien charpenté, mais surtout un visage noble, droit et franc. Il s'était pris d'une grande affection pour moi. Petiote, allons faire notre petit tour du monde, qui disait en me prenant par la main. Et nous partions en promenade sur les berges de la Somme. Parfois, il emportait un de ses livres. Il m'en lisait des passages choisis et m'aidait à les déchiffrer moi-même. C'est comme ça que j'ai appris à lire avant que de fréquenter l'école. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, bien sûr, mais il me transportait bien au-delà de Saint-Leu. Parfois, répondant à mes questions, grand-père me parlait du temps où il travaillait dans une imprimerie comme ouvrier typographe à Paris. À Paris? Il te disait quoi sur Paris? Il disait souvent, vois-tu, Paris, c'est la ville la plus belle et la plus cruelle du monde. J'y ai vécu les heures les plus belles et les plus dramatiques de mon existence. Je ne te souhaite pas, ma petite, de crever de faim comme nous à Paris pendant l'hiver 70, quand les Prussiens assiégeaient notre capitale. J'y ai mangé du chat, des rats et même de l'éléphant du jardin d'acclimatation. Alors, j'imaginais mon grand-père défendant seul les remparts de la ville, tout en suçant les os du dernier rat arraché aux égouts. Ça me rappelle les veillées d'autrefois, les jours de fête. On en faisait-il des gâteaux, des tartes, et puis des crêpes, et puis des gaufres. Nous, les gosses, à l'époque, on avait les yeux qui nous sortaient de la tête rien que de voir tous ces préparatifs. Et vous avaliez tout ça d'un coup? Non, il y en avait bien pour une huitaine. Même que des fois, les tartes, elles devenaient toutes poilues, toutes moisies. La petite mousse à Jésus, qu'on disait. Ça faisait rien, on enlevait tout bien proprement, et on se régalait tout de même. Je sais, disait la voix. Parfois, avec quelques poireaux, on obtient encore des résultats encore plus surprenants. Oh oui, c'était vraiment surprenant de voir tous les poireaux mêler leur chevelure étrange à la liqueur du caillou en transe dans le fond de la marmite. Et puis, d'une même voix grave, il disait, je sais, que c'est franchement bon quand un beau morceau de lard vient coiffer le tout afin d'exalter le goût du caillou en transe dans le fond de la marmite. Alors, comme par miracle, on voyait une belle pièce de lard flotter dans la marmite. Alors, après nommé, il plaçait son chaudron contre ses jambes repliées, puis levait la cuillère pour goûter. Après quelques claquements de la langue, il disait « Oui, pour sûr, c'est une bonne aussi pour la soupe à cailloux. » Ça fait du mal d'en parler. Allez. Si, ça m'a fait du bien d'en parler. Je suis pas très causante d'ordinaire. Ça date sans doute de l'époque où je préférais me taire, tellement j'avais collé au palais l'accent de mon pays. Ce petit bout de chiffon, je m'en séparerai jamais. Vous voyez, c'est pas le cadeau d'un prince. C'est mieux que ça. C'est le petit butin de la misère. Le petit butin de la misère, le petit butin de la misère, le petit butin de la misère. Nous les jeunes, on sait ce qu'on fait.
Et en tout cas, on ne peut pas suivre votre exemple. Il y a peu de temps que je jouais encore à la marraine, et que voilà que j'ai déjà un petit dans mon ventre, et que je me sens responsable de lui. Et pourtant, je ne suis pas comme vous à me dire, à me plaindre, à me dire m'en sort tout en ajoutant. On n'y peut rien faire. Ça a toujours été comme ça, et ça serait toujours comme ça. La vie, elle ne peut pas être que malheur et résignation. Et que nous avons à faire quelque chose pour qu'elle change en bien. Et c'est pour ça que notre vie a un sens. Vous aussi, vous n'avez pas rêvé au grand amour, hein? Vous n'avez pas rêvé vivre mieux que vos parents? Vous n'avez pas espéré le meilleur pour vos enfants? Alors je vous le demande, qu'avez-vous fait de vos rêves? En tout cas moi, quand j'en serai à votre âge, je voudrais bien répondre sans baisser la tête. Écoutez-moi, mesdames, écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. On a un urgent besoin de vous. On peut même tirer une envie pressante. On peut faire quelque chose pour vous, monsieur. Non mais rigolez pas, c'est sérieux. On vous attend tout de suite. Vos hommes et vos grands gars doivent préparer illico leur pactage pour rejoindre leur régiment. Parce que pendant que vous papotiez, mesdames, ces messieurs d'en haut, ben ils ont déclaré la guerre. La guerre. Oui, la guerre, vous entendez? Oui, la guerre. L'ordre de mobilisation générale a été placardé dans toute la ville. Et à cette heure, il y a une foule de gens autour qui font des commentaires. Et puis comme toujours, il y a ceux qui discutent et qui restent, et puis il y a ceux qui doivent y aller. À commencer par ton fils qui est à l'âge et qui a déjà reçu sa feuille. Allez, grouille, il t'attend. Allez, va. Ah ben, l'Amérique, ce coup-ci, je crois bien que c'est foutu. Au revoir, mesdames. Merci, à la revoyure. Espérons-le, ma fille. Espérons-le. Allez, courez vite, Ce sont les gars de Seine